Bon, là, ça porte, vous l'avez compris, sur cet événement quand même incroyable qui s'est appelé le mouvement des Gilets jaunes, qui a surpris tout le monde. Moi-même qui suis journaliste depuis longtemps, j'ai quand même été un peu surpris. J'ai connu des grandes grèves ouvrières, les étudiants de 68 et tout. Mais ce truc-là, c'était quand même absolument étonnant. Parce que, vous savez, comme le disaient certains, on ne savait pas d'où ça sortait, on ne savait pas où ça allait. Bon. Moi, je cite ceux qui pensent qu'il ne faut pas commencer par se poser ce type de questions. Hein, d'où ça vient, où ça va. Parce que si on commence comme ça, c'est foutu. Je persiste à penser qu'au moins pour les journalistes dont je suis, la première indication, la première commande, c'est regarder, écouter, essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, ce qui peut aider le journalisme et les politiques et tout le monde et les syndicalistes à essayer d'y voir un peu plus clair dans cette affaire, que beaucoup se sont employés à embrouiller au maximum. Et je ne parle pas que du plus haut niveau de l'État, mais il s'en est vraiment occupé. Bon, donc, nous avons invité, moi c'est comme ça, je ne sais pas si vous êtes comme ça, moi dans ma librairie, ici au Hilo, un jour, je tombe sur Cœur de boxeur. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Antoine Péon, le vrai combat de Christophe Détinger. Ça, bon, ça fait tilt. Christophe Détinger, c'est celui qu'on a appelé le gitan de Massy. Donc c'est ce garçon qui est encore relativement jeune et qui a boxé littéralement des CRS. Seulement le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il les boxe et qu'est-ce qui s'est passé après qu'il les ait eu boxés. Ça, c'est très intéressant à essayer de savoir. Et donc, j'ai joint Antoine Péon, qui a été tout à fait très ouvert, très gentil, très aimable et tout, qui m'a aidé, bien sûr. Je connais la fête de l'humanité et j'y serai. Voilà. Bon, petite parenthèse, il y aura même son directeur demain pour parler de la presse. Bon, vous voyez qu'entre l'humilité et la croix, ça roule. Alors, et puis, donc, toujours dans ma librairie, moi j'aime bien parler des librairies, je vois Jojo le Gilet jaune, Daniel Salnave, de l'Académie française. Bon. Et Jojo le Gilet jaune, vous avez compris, c'est à propos de cette saillie du président de la République, qui paraît qu'il s'appelle Emmanuel Macron, bon, qui un jour a dit « Je ne comprends pas pourquoi, sur les mêmes plateaux de télévision, il y a des ministres et des Jojo. » Alors, les Jojo, ceux qu'il désignait, lui, c'était les Gilets jaunes. Et pour lui, il n'y a rien qui peut se rencontrer entre ministre, l'État, le plus haut de l'État, et tout d'un coup, ces pauvres types ou ces pauvres femmes des Gilets jaunes. Voilà, donc vous voyez quand même tout de suite, le mépris avait frappé dans une formule ciselée. Voilà, et donc il y a ce livre de Daniel Salnave qui donc, en quelque sorte, joue au tennis avec Emmanuel Macron et lui renvoie un revers croisé. Voilà, alors j'ai lu le livre, je me suis régalé, parce que ce qui est intéressant, bon, le premier, c'est du travail très, très abouti de journaliste, d'investigation, comme on dit aujourd'hui. Bon. Et le deuxième, c'est quand même aussi, si je puis me permettre quand même, Daniel le dira, un objet, si on peut dire objet, littéraire. Ce n'est pas un ouvrage de sociologie, ce n'est même pas un pamphlet. Il y a des aspects pamphlétaires de temps en temps, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'écriture, c'est donc quelque chose, je dis, dont on ne sait pas si c'est comme une nouvelle, comme un roman court ou comme un essai. Peut-être y a-t-il des trois, mais ça, on verra. Voilà. Donc, merci infiniment à eux d'être là, à la fête de l'humanité, d'être là avec vous, et tout à l'heure, on échangera. Alors, Daniel, j'ai eu un petit problème avec quelqu'un tout à l'heure dans le public qui a dit « Pourquoi vous avez dit Daniel Salnave, écrivain ?» Oui, je pense que vous auriez dit et vous avez dit écrivain, c'est bien. Vous auriez dit écrivaine ou autrice, c'est bien aussi. Je pense qu'il faut. Il faut parce que si on ne le dit pas, pendant longtemps, moi j'ai pensé que ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Mais si, parce que si je rencontre un enfant, je lui dis ma mère est procureure. Les autres enfants vont dire « Ah bon, ton père ?» Non, c'est ma mère. Donc il faut dire la procureure, qu'on sache bien que c'est sa mère et pas son père qui est procureur. Parce que sinon, automatiquement, on penche vers le fait que ce sont des professions qui étaient plutôt masculines. Moi, pendant longtemps, j'ai dit « ça m'est égal », mais maintenant, je pense qu'on peut dire écrivaine. Et auteure avec un E. Moi, j'aime bien autrice, comme on dit actrice. Acteur, actrice, auteur, autrice. Donc voilà. Mais vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Mais si vous avez envie de dire autrice, je serais contente.
Merci, c'est pratique. Liberté. Alors, on va continuer avec Daniel Salnave. Moi, ce qui m'a frappé, je l'ai un petit peu écrit dans l'humain, c'est le côté délicat du livre. C'est pas un pamphlet, c'est pas un boulet de canon. Elle ne cherche pas à écrabouiller ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron, mais elle le prend par un autre biais. Alors, le biais principal, vous l'avez compris, il est dans le titre. C'est le biais de l'ironie. Vous savez, comme on dit des fois, l'ironie peut être massacrante. Bon. Alors, pourquoi ce recours à l'ironie, Daniel Salnave? D'abord, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire ce petit livre, c'est qu'il existe cette petite collection qui vient d'être remise en vigueur chez mon éditeur, qui s'appelle Tract, des petits textes d'intervention. On le fait en 15 jours, 3 semaines, on rend la copie et 15 jours plus tard, il sort. Ça, c'est quelque chose de très stimulant. Mais d'autre part, c'est évidemment pas la seule raison. La raison, c'est que j'ai été vraiment sidéré, mais sidéré vraiment. C'est pas que j'attendais tout et des miracles et des merveilles du président, loin de là. Mais tout de même, qu'il puisse dire trois phrases, par exemple, inaugurant une gare. Ah, une gare, c'est un lieu extraordinaire. Se croisent ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Ah bon, il y a des gens qui ne sont rien? Non, bah, attends, ça va loin quand même. Ensuite, quelques semaines plus tard, début janvier, oui, j'ai eu tort, je devrais faire attention à ce que je dis. Mais tout de même, vous, les médias, vous n'êtes pas très prudents. Vous mettez sur le même plan un ministre et Jojo le gilet jaune. Ah bon? Faut pas les mettre sur le même plan? Pourquoi? Alors, je suis tombée sur... parce que je reçois tout ça sur l'ordinateur. La presse People, pour l'instant, que je lis pas, mais que je lis en douce sur mon ordinateur, enfin sur mon téléphone, fait état de remarques un peu vives que Mme Macron adresse à son époux quand il fait des sorties de ce genre. Et elle lui dit cette phrase, « T'es con ou quoi ?» Je trouve ça formidable, parce que c'est un peu ça. Mais t'es con ou quoi? Dire Jojo le gilet jaune, mais c'est une vraie connerie. Excusez-moi pour le mot, mais c'est pas possible de dire ça. Non seulement c'est maladroit, mais c'est révélateur. Ah, on me dit, oh, ben, il a peut-être dit ça comme ça. Ah ben c'est encore pire. Si ça vous sort naturellement qu'il y a une différence de nature et de qualité entre un ministre et un Jojo, le gilet jaune, et d'ailleurs pourquoi Jojo le gilet jaune? Ça déjà c'est très négatif. Alors j'ai l'impression que, je fais juste une petite parenthèse, pour l'instant, je vis sans arrêt des événements qui m'obligent à sortir du bois, si j'ose dire, qui m'obligent à parler. Je pense par exemple quelques mois ou même années maintenant plus tôt, au moment de la grève de la SNCF, au moment des accusations si vives sur leurs privilèges, la défense de leurs privilèges, la défense du statut. J'ai participé avec d'autres écrivains, un petit volume collectif qui s'appelle La bataille du rail. On a tous dit l'amour qu'on avait des chemins de fer. Et ce qui est le plus marrant, ce qui est vraiment drôle, c'est que tous, on y est venu vers ce petit livre parce qu'on avait tous dans notre famille, à 2-3 générations, un cheminot. Moi, j'ai beaucoup d'instituteurs dans ma famille et ceux qui ne sont pas instituteurs, ils sont cheminots. Et tout ça, c'était une génération qui, au début du XXe siècle, sortait de la précarité, des familles d'artisans, d'ouvriers agricoles, de gens sans terre. Et tout d'un coup, les enfants, ou bien entraient à l'école normale, devenaient instituteurs, ou bien devenaient cheminots. Ma mère était institutrice, son frère était instituteur, et l'autre frère était cheminot. Il conduisait le train sur la ligne qui va de Nantes à Paris. Et quand j'arrivais à Paris, j'allais voir mon oncle qui conduisait sa locomotive électrique, dont il était très fier. Donc je n'ai pas supporté qu'on dise les privilèges, etc. Comme si les membres du CAC 40 n'avaient pas des privilèges, et comme s'ils ne cherchaient pas, eux aussi, au maintien de leurs privilèges. C'est quand même curieux, et les privilèges, c'est toujours ceux d'en bas qui gênent. Ceux d'en haut, on n'en parle pas, c'est quand même curieux. Passons. Donc, autre occasion. Et puis, il y a une troisième occasion, ce qui m'a fait sortir du bois, c'est un volume collectif qui a été fait sur l'armistice de 1918, sur novembre 18. Et moi, je me suis souvenu d'une phrase qui m'avait tellement frappé il y a assez longtemps maintenant. Anatole France, en 1922, s'exprimant contre la colonisation, contre beaucoup de choses, s'exprime au sujet de la guerre de 14. Et il y a cette phrase extraordinaire. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Cette phrase-là, je vais avoir une vingtaine d'années, elle m'avait enthousiasmé. Donc je l'ai ressortie
pour un petit texte concernant l'armistice de 18. Je veux dire qu'il faut bien se dire ça, que si on est un auteur, bon, je suis professeur en même temps, j'ai été prof pendant des années, si on est un auteur, on est stimulé par des sujets très différents, des sujets d'imagination, des récits de voyage, bien sûr, mais de temps en temps, il y a des sujets à la fois sociaux, politiques, qui viennent vous frapper au cœur et qui viennent réveiller quelque chose qu'on a en soi, qui vient d'un héritage. L'héritage, on n'y peut rien. Moi, je suis né d'instituteur, mes parents auraient pu être PDG, ben, ce n'est pas le cas, ils étaient instituteurs. J'ai donc gardé quelque chose de très fort en moi de tout cela. J'ai envie que ça se réveille. Et Jojo a été l'occasion. Et la manière de parler de Jojo m'a fait sentir ce mépris qu'on pourrait appeler un peu grossièrement un mépris de classe, s'adressant à ceux qui ont des petites maisons moches, qui roulent en bagnole et qui fument des clopes. Enfin, ça s'est accumulé, hein, les formules maladroites. Eh bien, j'ai eu envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est l'éducation populaire? Où sont véritablement l'élan formateur et constitutif d'une société dans laquelle les différences d'origine, de salaire, d'emploi, etc., ne peuvent pas se traduire en inégalités qui vont de soi. Alors après tout, peut-être qu'il faut que je lise maintenant des ouvrages d'économie sérieux sur cette question, mais j'ai voulu d'abord deux choses. Dire que j'étais absolument indigné de ce mépris de classe et que je trouvais que les intellectuels et les artistes s'accommodaient trop de la coupure entre les classes populaires et petites classes moyennes et la culture, les incidences de la culture en général. Il y a des initiatives formidables, il y a des gens dans le théâtre, dans la musique, qui font des choses formidables. Mais j'avais envie d'évoquer des grands moments, j'avais envie d'évoquer la figure de quelqu'un qui n'était pas très loin d'ici, qui est Jacques Ralite, parce qu'il incarne pour moi ce qu'était la conscience de la nécessité de cet aller-retour dans l'éducation populaire et dans les théâtres, dans la proposition d'art et de spectacle. Tout cela est considéré comme on n'y arrive plus, et puis c'est comme ça. On va certainement avoir à en discuter, vous allez me poser des questions, mais c'était ça mon mouvement. Donc c'est un texte très personnel. J'avais envie de l'écrire. Dans le même esprit, je crois me souvenir qu'il y a une citation de Jean-Paul Sartre. Pardon, excusez-moi, pas entendu. Il y a une citation dans votre livre de Jean-Paul Sartre. Oui, qui est dans les mots. Qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Il est évident qu'il faudrait réveiller quand même des mémoires très différentes, parfois très contradictoires, mais quelque chose qui, ne remontons pas forcément à 1789, remontons déjà à les libérations et remontons à toutes les initiatives qui sont nées de ce moment tellement important dans notre histoire, de tout ce qui s'est justement créé à ce moment-là dans l'esprit, dans l'ombre de la libération, et qui d'ailleurs petit à petit est remis en cause. Ne parlons pas de l'éducation populaire, mais parlons par exemple de la sécurité sociale, cette grande affaire du lendemain de la libération. Je crois que sur tout cela, il y a vraiment une mémoire. Il faut avoir une mémoire, non pas pour s'enfermer dans le passé, mais pour avancer, pour proposer des solutions dans des situations. Mais moi, je ne suis pas tellement pessimiste. Je pense qu'on est très nombreux à en prendre conscience. Pour l'instant, ça ne suffit pas encore tout à fait, mais c'est déjà beaucoup. Alors, on va parler aussi, bien sûr, avec Antoine Peillon, mais une dernière petite question de Daniel Salna. Bon, on vous a entendu dire que votre mère était institutrice, père instituteur. Et ma grand-mère. Et un frère cheminot, c'est ça? Oui. Voilà. Bon. Alors, à ce propos, parce que quand on lit votre livre, on a l'impression que, et c'est plus que l'impression, que vous aviez envie par rapport à tout ce qui se disait sur les Gilets jaunes, et au-delà des Gilets jaunes, sur le petit peuple, les petites mains, comme on dit aujourd'hui, bon, de rendre justice à ce petit peuple-là, et en quelque sorte, de le venger de quelque chose qui relevait de l'agression, voilà. Et en même temps, de situer les choses, votre itinéraire à vous. Donc, oui. Que vous en venez et que vous ne l'aviez pas oublié. Oui, mais moi j'ai eu beaucoup de chance. Des parents instituteurs. Mon grand âge fait que j'ai profité à plein, aux alentours des années 60,
de cette filière qu'on a pu appeler méritocratie ou élitisme républicain. On entrait en 6e, on faisait des études et on traversait un parcours. Mes parents m'ont bien évidemment soutenu dans ce parcours. Être professeur, pour eux, ça allait de soi. Ils étaient instituteurs, ils avaient envie que leurs enfants soient professeurs, médecins parfois, mais surtout professeurs. Donc c'est un chemin, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été vraiment aidé, plus qu'aidé. J'ai été porté par cet élan qui émanait aussi de l'école primaire telle qu'elle était. De cet élan qui émanait de l'école primaire quand elle était l'école publique, l'école de tous. Il ne faut pas l'oublier, ça, c'est une grosse question. Voilà encore un autre point qui me fait sortir de mes gonds et qui me fait intervenir très souvent, c'est la défense acharnée de l'école publique. Je pense que la défense de l'école publique, c'est un point incontournable. Là-dessus, il n'y a rien à céder. On m'expliquera que oui, aujourd'hui c'est compliqué, que les parents, il faut les comprendre, quand quelquefois ils veulent vraiment le bien de leurs enfants, alors il est peut-être préférable de les mettre dans une bonne école privée que dans une école publique pas très bonne. Je ne sais pas, je ne condamne ni ne juge personne. Je me pose quand même la question, nous devons prendre en main le sort de l'école publique et l'école de tous, qui accueille tous les enfants. L'idée d'école publique, c'est pour moi une idée fondamentale, oui, vraiment, c'est une idée fondamentale. Donc j'ai connu cette école publique, je ne dis pas qu'elle était meilleure, elle était autre, forcément elle était autre. Pourquoi ? Parce que la majorité des enfants s'arrêtaient à la fin de l'école primaire et n'allaient pas ni au collège ni au lycée. Donc l'école primaire, avec le certificat d'études, que tout le monde ne passait pas. Seuls ceux qui avaient été choisis par leurs instituteurs le passaient. Mais tout de même, c'était un monde, à partir du moment où tout le monde est entré, ce qui est bien évidemment, dans la prolongation, dans le prolongement et la prolongation des études et de l'école obligatoire, l'école primaire n'a plus eu ce rôle qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Elle continue d'être quand même l'école des fondamentaux. Il faut la soutenir, il faut soutenir les instituteurs, il faut les défendre et il faut leur accorder en tout cas toute notre confiance. Donc moi j'ai eu de la chance. Alors Nadal Salnave, si je puis me permettre, je vais citer les dernières lignes de votre ouvrage. C'est dans les semaines à venir, il m'arrivera sans doute un jour ou l'autre de faire le tour d'un rond-point que je connais bien et où je me suis arrêté souvent. Hérissé de bannières et de slogans, il est entouré d'une palissade de palettes. Un feu y flambe en permanence. Je donnerai, comme à chaque fois, un coup de klaxon en passant. Je ne sais pas combien de temps encore il y aura quelqu'un pour me répondre. Il a été démantelé, il y a je peux quoi vous dire. dans ce coup de klaxon ? Il a été démantelé, je peux vous dire, très tôt. Malheureusement, il n'existe plus. Mais c'est dans un village de l'Oise où je passe une grande partie de l'année. Et dans ce village, nous avions tous notre gilet jaune replié posé sur le tableau de bord. Et maintenant, il n'y en a plus sur les tableaux de bord. Mais il y en aura peut-être de nouveau. Le mien est toujours dans le vide-poche. Il pourra ressortir quand il faudra pour le remettre de nouveau sur le tableau de bord. Quand il faudra. Alors je dois dire, c'est juste une remarque incidente, qu'à la suite de ce petit livre, j'ai eu beaucoup de courriers et je suis entré en contact avec des groupes de gilets jaunes de diverses régions de France, dans la Manche, près de Saint-Lô et dans l'Est, et tous étaient assez proches de ceux qui avaient publié ce texte formidable de Commercy, cette déclaration de Commercy qui permet de barrer définitivement la route aux arguments, c'est parce qu'ils veulent, ils se contredisent, etc. Ça peut arriver, mais ceux-là ne se contredisaient pas. Ils disaient des choses fermes, construites, et qui, j'espère, ne sont pas oubliées et seront prêtes à redémarrer. Vous savez sans doute qu'il y a eu 2 réunions un peu de mise au point d'un certain nombre de collectifs de Gilets jaunes. Il y a eu Commercy et il y a eu Saint-Nazaire après. Et aussi Saint-Nazaire. Pour ceux qui veulent suivre. Alors, bon, si vous permettez, donc, Antoine Peillon. Alors, Antoine Peillon, cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe Détinger. Voilà. Donc, alors, c'est pas tout à fait pareil, là. C'est pas exactement la même musique, si je puis dire.
Là, c'est, moi je dis à Antoine Peillon que, quelque part, comme journaliste, et en écrivant son livre, il avait livré un combat, avec des rounds, c'est-à-dire où il boxait à son tour, mais avec ses armes à lui. C'était pas donc des gants de boxe, c'était son ordinateur et c'était ce qu'il avait dans sa tête et ce qu'il avait envie de dire. Bon, alors pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs d'abord, cœur de boxeur, pourquoi ce titre? Charles, je te remercie beaucoup. Je te réponds tout de suite, mais j'ai autre chose à dire aussi. Cœur de boxeur, je pense que c'est transparent. Un cœur, tout le monde sait ce que c'est, puisque tout le monde en a un. Et j'ai trouvé, quand j'ai vu, puis ensuite connu Christophe Détinger, que certes, il a une belle carrure, il a un physique de très très grand sportif, de boxeur, mais aussi de coureur, puisqu'il se met à la course de fond. Mais que ce qui était le plus frappant chez lui, dans son expression immédiate, après l'événement du 5 janvier, c'était sa sensibilité, c'était son amour des autres, c'était son instinct irrépressible de voler au secours de la moindre personne qui se trouve en danger, voire en difficulté, et que l'expression consacrée, c'est avoir le cœur sur la main. Alors j'ai trouvé que pour quelqu'un qui avait un peu fermé les poings, qui n'avait pas frappé si fort que ça, mais qui s'était surtout précipité au secours d'une femme qui était en train d'être tabassée par des gendarmes mobiles, je ne sais pas, c'est une image qui m'est venue immédiatement, c'était le cœur de boxeur. Cœur de boxeur aussi parce que quand on fait du sport, quand on fait ce genre de sport, mais tous les sports, on sait que avant les poings, avant les pieds, avant les jambes, avant les bras, l'organe qu'il y a à développer le mieux, c'est le cœur. Il faut tenir une résistance. Et là, le mot a toutes ses connotations. Il faut être endurant. Et il a fallu qu'il endure, y compris ce qui a été dur. Eh bien, il faut avoir un gros cœur qui bat bien, qui bat le rythme, qui ne lâche pas. Voilà, on peut faire la constellation de tous les sens du mot cœur, ils sont infinis. Vous le savez, c'est la même racine que courage. Cœur et courage, c'est le même mot. Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait faire 2 heures sur le cœur. Après, le boxeur, bien sûr, il a été reconnu comme tel. Non seulement il a été reconnu, mais il a été dénoncé comme tel. C'est-à-dire que les images là, du samedi 5 janvier 2019, quand elles apparaissent sur tous les réseaux sociaux, on voit immédiatement publier sur Twitter des tweets de délation, de véritables délations, totalement illégales d'ailleurs, puisque aucune enquête judiciaire n'est menée encore, enfin elle est à peine commencée. Et ce sont des tweets de délation qui visent immédiatement le boxeur. Vous êtes le boxeur, nous vous avons reconnu. Parce qu'on essaie de faire le plus mal possible immédiatement, c'est-à-dire sur ce qui a été la meilleure partie jusqu'alors de sa vie. Il a été champion de France de boxe au plus haut niveau, membre de l'équipe de France de boxe, et aussitôt le ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'agit de lui, son sous-ministre, et puis le préfet de police, et puis les syndicats de police, mènent une chasse sur Twitter, parce que c'est plus facile sur Twitter qu'en face du bonhomme, pour dire « Ah, mais vous ne méritez pas d'être un boxeur. Vous êtes déchu de l'honneur d'être un boxeur. » Ça tombe mal parce que sa devise, et elle est ancienne, en fait, elle remonte à bien plus haut, c'est la devise qu'il pense être celle de Spartacus, c'est symbolique, c'est force et honneur. Et Christophe Détinger, mais son épouse, Karine, qui est vraiment totalement chevillée à toute son histoire, eh bien, ils n'ont jamais été déshonorés, ils ont été honorés par des dizaines et des centaines de milliers de gilets jaunes. Et ceux qui se sont déshonorés, ce sont ceux qui ont tenté de le déshonorer dans son identité de boxeur et qui ont nié le fait qu'il avait un cœur. Alors après, ça a été pire que ça. Hein. Il a été dénoncé comme gitan par le président de la République dans quelque chose qui était pire qu'un mépris, cher Daniel, un racisme, une expression raciste. Jojo, le gilet jaune, c'est une expression raciste, déjà, non, pardon, méprisante, mais c'est une expression qui essentialise aussi, et qui fait presque
de gilet jaune une sorte de race, quelque chose qui n'est pas de notre humanité. Pour ce qui concerne Christophe Détinger, le président de la République s'est pas brossé. Il a dit ce ne sont pas les mots d'un gitan. C'était d'ailleurs le même jour qu'il a eu cette expression de Jojo le gilet jaune. C'était un paquet cadeau, il avait tout mis ensemble. Et il a visé l'ethnie, l'identité ethnique, avec un mépris flagrant, puisqu'il disait parler comme ça. Il parlait de la vidéo du lendemain des événements du 5 janvier, en disant non, un gitan ne peut pas parler comme ça. Le gitan, c'est un sous-homme, bien sûr. Peut-il même seulement parler? Voilà, c'est une différence qu'il va y avoir entre Daniel et moi, il en faut. C'est qu'elle nous disait tout à l'heure que ces expressions d'Emmanuel Macron sont des conneries. Ça, c'est Brigitte Macron qui lui dit ça. C'est sa maman, disons. Il y a encore de la bienveillance. Il y a de la bienveillance. Oui, mais je le dis comme ça parce que j'analyse un peu aussi le personnage du point de vue psychologique. C'est encore de la bienveillance, parce que ce n'est pas de la connerie, parce que ça n'est pas dit comme ça, parce que c'est un système, parce que c'est systématique. Dans le livre « La cœur de boxeur », il y a 5 ou 6 pages entières sur toutes les expressions qui ont été recensées, des marques de mépris, appelons-les encore comme ça, d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est au moins ministre des Finances. C'est une quarantaine de flagrants délits, tels que ceux que Daniel Saldav a cités tout à l'heure, du même acabit. C'est toujours le même discours, c'est-à-dire vous n'êtes rien, vous êtes des inférieurs, et nous sommes capables de vous diriger parce que nous sommes vos supérieurs, mais pas vos supérieurs hiérarchiques, vos supérieurs en termes d'essence humaine. Je voudrais dire quelque chose sur Daniel Saldav et son livre. C'est bien, Charles, que tu aies cité la phrase de la fin du livre de Daniel, parce que c'est celle que j'ai citée pour finir l'article que j'ai consacré à ce livre dans La Croix, parce que c'était en quelque sorte l'élévation poétique, voire presque métaphysique, de ce texte qui est d'une très très grande beauté littéraire formelle, mais pas seulement. Je veux dire que Daniel Saldav, elle est allée sur le rond-point, elle a croisé le rond-point, elle est allée là où sont les autres citoyens, ce qui est évidemment extrêmement rare, voire exceptionnel, dans les catégories socio-professionnelles, appelons ça comme ça, qu'elle représente, mais que je représente aussi. Personne, ou très très peu de gens, ou beaucoup trop peu de gens de ces catégories, vont sur les ronds-points ou dans les manifestations du samedi. Elle l'a fait, elle y est allée. Elle vient de le dire, je ne le savais pas qu'elle avait le gilet jaune derrière le pare-brise. Vous savez, hier, j'ai publié l'invitation à cette réunion sur des groupes sociaux de gilets jaunes. Et ça n'a pas loupé, il y en a eu 2 seulement, heureusement il n'était que 2, qui m'ont dit « Oui, il n'y a pas de gilet jaune à votre table ronde ». Alors ça m'a mis un peu en pétard, parce que moi j'ai fait beaucoup de ces actes des samedis. Daniel vient de dire ce qu'il en était pour son gilet jaune. Et j'ai dit « C'est qui le gilet jaune? Qui décide qui est gilet jaune? Qui indique que tel ou tel est ou n'est pas gilet jaune? Est-ce une nouvelle secte ?» Et là nous allons retomber dans tous les travers de ce que justement dénonce, je le pense, très très profondément le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire toute organisation pyramidale, avec des hiérarchies, avec des chefs qui décident qui et qui n'est pas. Quand on nous dit « il n'y a pas de Gilets jaunes à votre table ronde », je réponds, et excusez-moi, mais c'est profond dans mon histoire personnelle et dans ce que je comprends du monde, je dis à quel moment vous allez nous le coudre, le gilet jaune sur le dos? À quel moment vous allez dire que je suis de la race des gilets jaunes? À quel moment on va devenir des objets? À quel moment nous allons être réifiés, pour parler de façon un peu savante? Je refuse absolument ça. Or, le titre de notre rencontre, c'est « De quoi les gilets jaunes sont-ils le nom ?» Eh bien, c'est un peu du même ordre, je vous prie de m'excuser. Mais non, ils ne sont pas le nom. D'ailleurs, le nom, en hébreu, on dit Hachem quand on ne veut pas parler de Dieu. Alors dire le nom, c'est un peu intimidant. Mais vous savez, ce titre-là, il nous vient de Badiou. Et le titre de son livre, c'est « De quoi Nicolas Sarkozy est-il le nom ?» Et là, il a dit le nom parce que ça faisait un bon titre. Je pense qu'il nous désignait de quoi Nicolas Sarkozy est-il l'avancée, la pointe avancée d'un système. Ça ne colle pas pour les Gilets jaunes. Ni le nom, ni le système. Aujourd'hui,
De quoi Emmanuel Macron est-il le nom ou est-il la pointe avancée d'un système? Il est la pointe avancée, il est éventuellement le nom, de ce qu'était Nicolas Sarkozy, de ce que représentait Nicolas Sarkozy, en bien pire. En bien pire. Ce sont les mêmes réseaux mafieux, ce sont les mêmes réseaux barbouzards, ce sont les mêmes réseaux affairistes qui ne disent pas des conneries en l'air, qui ne disent pas les choses comme ça, qui avancent comme des bulldozers pour liquider tout ce dont Danielle Salnave est aussi porteuse, les cheminots dont elle nous a parlé, le service public, de la mobilité pour tous les Français, les instituteurs. Mon frère disait, l'éducation nationale, c'est le temple de la République. Il m'a dit ça un jour. Oui, c'est notre patrimoine social. Et ces gens-là sont en train de le détruire complètement. Et qui se dressent en face d'eux depuis novembre dernier? Des gilets jaunes qui ne font pas système et qui ne sont le nom de rien d'autre que leur propre nom personnel. Et que c'est ça qui est révolutionnaire. Et ce qui est révolutionnaire, Charles, je boucle sur ta question, c'est que moi, j'ai 40 ans de mouvement social derrière moi. Je suis militant CGTiste, je suis délégué syndical CGTiste, je suis toutes les manifestations des mouvements sociaux. J'ai fait partie du service d'ordre de la CGT, je connais tout ça par cœur. Primo, je n'ai jamais vu autant de violence d'État. Jamais je n'ai vu une telle violence policière. La destruction des hommes et des femmes, la destruction de leurs yeux, la destruction de leur visage. Pensons à la philosophie du visage chez Emmanuel Lévinas. Ça vise l'humanité de ces hommes et de ces femmes. Mais je n'ai jamais vu autant de cœur chez les gens. Je n'ai jamais vu autant d'ouverture. Je n'ai jamais vu autant de capacité à se parler tous les uns aux autres, se foutant de savoir si j'étais communiste ou cégétiste ou catholique ou protestant ou musulman ou peu ou rien de tout ça, peu importe. Tous ces rassemblements, les ronds-points dont Danielle Salnave a été aussi le témoin, ce sont des rassemblements spontanés de gens qui ont du cœur et que c'est ça qui est atteint, c'est ça que la civilisation d'aujourd'hui, la civilisation néolibérale et hypertechnicienne est en train de démolir en démolissant le patrimoine social qui était porteur de cette humanité. Voilà ce que je... Voilà pour boucler sur Christophe Détinger, sur sa femme, sur ses amis, sur ses enfants, sur toutes les personnes. Voilà ce contre quoi ils combattent. Oui, c'est un combat. Oui, c'est un ring. Mais c'est un ring d'honneur. C'est un ring à armes égales, c'est-à-dire à main nue. Et puis, si possible, franchement, si on pouvait ne pas se battre. La résistance, à partir de 1942, elle a été obligée de prendre le fusil. Dans mon environnement familial, il y avait Jean-Pierre Vernant. Je peux te dire que le grand chagrin, le grand malheur de ces très très grands résistants, c'était d'avoir été contraints à la violence, par une pire violence que la leur jamais et toujours. Danielle Salnave, la question de la violence, vous y faites allusion dans le livre. Hein? Oui, avant en écoutant Antoine, je pense... Aujourd'hui, on ne va pas porter le débat sur ce livre, mais aujourd'hui, on parle beaucoup du dernier livre de c'est bon, ça marche? Du dernier livre de Thomas Piketty sur le capitalisme d'aujourd'hui. Et une phrase, évidemment, m'a beaucoup impressionné. Pourquoi? Parce que tous les journaux notent comme une découverte extraordinaire l'idée que les inégalités... On essaie de les justifier, mais qu'en réalité, elles ne sont pas fondées en nature. Mais j'ai l'impression que je sais ça depuis que je suis toute petite. Je sais ça depuis que je suis toute petite, que les inégalités ne sont pas fondées en nature. Moi, je suis profondément marquée par une expérience d'enfant. J'ai vécu dans un village des bords de la Loire, dans les années, disons, 50 jusqu'à 60 et quelques. Donc, il y a une éternité pour les gens qui n'ont pas encore 20 ans, et même pour les autres. Bon, passons. Dans ce village... L'inégalité vécue comme naturelle était partout. Et une chose que je n'ai jamais oubliée. J'avais 8 ans, ma grand-mère habitait une petite maison à l'entrée d'une cour où il y avait plusieurs maisons et dans laquelle vivait un vieux couple retraité de quelqu'un qui avait travaillé
dans un château, puisque la propriété foncière dans la vallée de la Loire tenait absolument toute l'économie locale, travaillait dans un château. Et ma grand-mère me disait de dire bonjour à tout le monde. Moi, j'étais une petite fille bien élevée. Bonjour monsieur, je lui disais. Et un jour, il m'arrête, il me dit, voyons mon fils, parce qu'on disait mon fils aux garçons comme aux filles, n'appelle pas monsieur, je ne suis pas un monsieur, appelle-moi Père Guillotte. Il s'appelait Guillot. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le monde où il y a les messieurs d'un côté et le Père Guillotte de l'autre côté. C'est une expérience d'enfant, elle est, comment dire ça, elle est indiscutable. Si vous l'avez ressenti, ça ne s'effacera jamais. Et c'est une matrice pour comprendre ensuite beaucoup de choses. Et j'ai pensé à un auteur que j'aime beaucoup, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser aussi au passé, aux auteurs que j'aime, qui est George Sand. Dans un très beau livre qui s'appelle Le meunier d'Angibault, un jeune meunier va aider une femme à récupérer les terres que son mari a dilapidées. Et il dit à votre mari, le comte, il me tutoyait. Alors j'étais fière qu'il me tutoie. Mais j'ai compris, ce n'était pas par amitié, c'était par mépris. Et j'ai trouvé, bravo George Sand, elle est un gilet jaune. Elle est avec nous. Antoine, tu as envie tout de suite de rebondir. J'ai envie de dire que le propos de Daniel Salnave, il apparaît dans un livre que vraiment je vous recommande, qui est quelque part l'arrière-plan de Jojo le gilet jaune. C'est L'Églantine et le muguet. C'est chez Gallimard. Et vous savez, dans ce livre, il y a toute la profondeur historique qu'elle rappelle quand même, parce que son petit livret, il est d'une densité incroyable, aussi du point de vue de l'histoire, et finalement de l'esprit, c'est-à-dire de la philosophie de tout ça. Elle rappelle que tout ça, ça vient de 1793, avant la Terreur. Ça vient de 1848, une révolution, le printemps des peuples, extraordinaire. Ça vient de la Commune, elle cite la Commune, écrasée par Thiers. Elle cite la République sociale, celle qui a été voulue, par exemple, par un Jaurès. Et elle dit, c'est de ça que le mouvement actuel est porteur. C'est de cette histoire de France-là, d'une des deux France, en général on dit qu'il y a deux France, c'est de cette France-là qui a sans cesse recherché l'égalité, la liberté, l'égalité, la fraternité, que ce mouvement est porteur. Et dans l'histoire, vous le savez, tous ces très beaux moments d'histoire ont toujours été réprimés dans le sang. Nos mythologies historiques font un peu l'impasse là-dessus, parce qu'on essaye de se glorifier d'une république qui serait un peu sans tache historique. Quand vous regardez les histoires de ces révolutions, l'histoire des 2 siècles bien passés maintenant de notre pays, eh bien les restaurations, les empires, les répressions ont souvent le dessus sur les révolutions. Mais il n'empêche que cet esprit de ces révolutions, cet esprit du peuple, cet esprit des petits, cet esprit, aujourd'hui, je crois, de 90% des Gilets jaunes, est plus vivant que jamais. Et que c'est bien notre rôle à tous, eh bien, d'être présents quelque part dans cette vie inatteignable de cette France-là. Je voudrais dire qu'il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché dans son livre, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la part de création, c'est-à-dire c'est la littérature, c'est la poésie. Et je pense que, regardez tous les gilets jaunes avec des inscriptions dans le dos. Vous avez vu tout cet art, c'est un véritable art qui est développé depuis novembre. Un peu comme mai 68, vous vous souvenez, toute cette expression spontanée, extraordinaire, et par les mots et par les images. Et je pense que nous avons un nouveau rendez-vous avec cette liberté de l'esprit qui est extraordinaire et qui est finalement la pointe la plus avancée de la protestation contre la barbarie. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une vraie question, c'est que la République, tout le monde est républicain. De l'extrême droite à la gauche presque extrême, on est tous républicains. Ça m'étonnerait qu'on mette tous exactement la même chose sous le mot. Je ne pense pas. Je ne pense qu'on ne met pas exactement la même chose. Et je pense, et c'est ce que vient dire Antoine qui m'y conduit, je pense qu'il faut qu'on rappelle une phrase de Victor Hugo qui dit « La révolution s'est arrêtée à mi-côte ». La République s'est arrêtée à mi-côte. Et comme disait Jaurès, tant que la République ne sera pas aussi la République sociale, elle ne sera pas achevée. Donc elle n'est pas achevée tant qu'elle n'est pas la République sociale. Et toute l'histoire du XIXe siècle montre les moments où l'achèvement de la République, passant par
l'insurrection ouvrière en juin 1948, après la fermeture des ateliers nationaux, est réprimée dans le sang. Elle passe par l'écrasement de la commune, elle passe par tous les moments où la République ne peut pas devenir la République sociale. Un mot suffit pour le faire comprendre. Quand Victor Hugo meurt et qu'on décrète des obsèques nationales, quel jour mettra-t-on les obsèques nationales? Surtout pas un dimanche, car comme les ouvriers ne travaillent pas un dimanche, ils risqueraient de venir et de manifester. On met donc les obsèques un jour de semaine pour que les ateliers ne viennent pas. Et les ateliers viennent quand même, mais moins facilement. Je pense que cet achèvement de la République, c'est ça qu'il faudrait opposer à ceux qui nous disent « Mais moi, madame, je suis républicain, pas plus républicain que moi, tu meurs. » Non, je ne le crois pas. Je crois que, regardez comme on enseigne, peut-être, on l'enseigne peut-être, ou peut-être on ne le transmet pas suffisamment. J'ai été frappé d'entendre un jour à la radio, on parlait d'artistes français qui, après l'écrasement de la commune dans le sang, se sont exilés, comme Victor Hugo s'était exilé lui au moment du coup d'État, se sont exilés. Et quelqu'un disait, oui, ils ont fui les horreurs de la commune. Ben non, plusieurs de ces artistes ne fuyaient pas les horreurs de la commune, ils fuyaient la répression qui se serait abattue sur eux s'ils étaient restés à Paris. N'oublions pas quand même que Paris, avec la commune, a perdu tous ses artisans en orfèvrerie de tel et tel particularité que je connais mal. Tous, il a fallu 20, 30, 40, 50 ans pour reconstituer ces métiers qui avaient été tous détruits par la répression de la commune. Les quelques mois de la commune, des figures comme Louise Michel, la répression de la commune, ce sont des moments sacrés de notre histoire. Il faut continuer à le penser. Il faut. Quelqu'un comme Victor Hugo, qui, vis-à-vis de la commune, est mal à l'aise devant certains événements de la commune, il prendra quand même totalement le parti des futurs exécutés et fusillés. Il faut lire un petit livre qui est paru il y a peu de temps, les mémoires d'un jeune homme qui a traversé entièrement la commune et qui remonte tout le quartier latin pendant la répression. Alors il arrive à la hauteur du jardin du Luxembourg, là où vous savez on met des belles photos maintenant, c'est très beau cet endroit. Les piles de morts montent jusqu'en haut des grilles. Ce sont ceux qu'on a fusillés le long de ces grilles. Jusqu'à la pointe des grilles, dit-il, il y a des piles de morts. C'est ça la commune, c'est ça la répression des mouvements ouvriers. 3 mois et 3 mois inoubliables. Pensons-y toujours. À propos d'humanité, comme quand même nous sommes dans la fête d'un journal qui s'appelle l'Humanité et qui est plutôt mal en point et que certains verraient peut-être disparaître sans en être tellement triste. Vous avez cité le nom de Jaurès, et vous savez sans doute que le premier éditorial de Jaurès, publié le 18 avril 1904, il a pour titre « Notre but ». Alors c'est quoi ce but? Et il dit « Notre but, c'est de réaliser l'humanité ». Parce que, dit-il, l'humanité n'existe pas ou elle existe à peine. J'aimerais vous demander comment vous interprétez. Bon, entre nous soit dit, Jacques Derrida, il y a 20 ans juste, il a écrit un texte qui a fait 2 pages de l'humanité sur ce n'existe pas ou à peine. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Antoine. Merci, Daniel. Je pense que c'est toujours d'actualité. Il ne peut pas y avoir d'humanité qui ne soit pas une humanité qui se construise tous ensemble dans la République sociale, d'une part, qui met vraiment en œuvre le liberté, égalité, fraternité, qui est un idéal, pas un idéal utopique, c'est un idéal de la plus haute philosophie. Et puis, c'est une humanité qui n'existera pas tant que la sensibilité ne sera pas première, tant que le respect des personnes humaines, ce qu'on appelle la dignité, la décence ordinaire chez Orwell, ne sera pas ce qui sera le plus valorisé dans les êtres humains et grâce notamment à l'éducation. Et on voit bien que depuis des décennies, tout ce qui est instruit, c'est la technique, c'est la concurrence, c'est tout ce qui va à l'encontre de ce nouveau développement de l'humanité. Pour revenir aux Gilets jaunes, on va dans les rassemblements sur les ronds-points. Qu'est-ce qui s'échange sur ces lieux? C'est de l'humanité, c'est de la solidarité. Ce sont des personnes qui viennent en aide les unes aux autres. Ce sont des mains qui se tendent, des nouvelles qui se prennent. C'est évidemment de l'égalité dans le sens où
personne n'est là pour diriger qui que ce soit, et d'ailleurs, quand quelqu'un le tente, il est immédiatement exclu. Et c'est là que ça rejoint la commune. Parce que la commune comme objet politique ou comme sujet politique, c'est ce qui a toujours été le plus réprimé, parce que c'est anarchiste, parce que c'est libertaire, et que cette grande tradition, qui était une tradition presque poétique, les Rimbaud d'ailleurs faisaient partie de cet idéal, les Courbet, quand on cite, mais même un Victor Hugo quelque part, est dans cette culture-là. C'est la plus dangereuse pour toutes les dominations. Que ce soit les dominations qui ont été les dominations libérales, néolibérales d'aujourd'hui, ou que ce soit les dominations staliniennes. Et on sait très bien quelle est terriblement notre histoire à gauche de ce point de vue-là. Comment tout un courant qui était le courant finalement dominant au XIXe siècle, qui était plutôt le courant socialiste libertaire, a été écrasé par le matérialisme historique. Et nous avons à nous interroger sur ça, pour dire comment nous faisons enfin place à la priorité de l'humanité avec un grand H, tel que Jean Jaurès, qui était un philosophe, et un philosophe spiritualiste pour une part, le voyait, le disait, l'écrivait, et peut-être a été tué pour ça. Alors, en vous écoutant, je pense à une expression qui m'avait beaucoup frappée en lisant un poème d'un grand poète juif russe, Ossip Mandelstam, lequel Ossip Mandelstam a osé, dans un poème fameux, affronter la figure qui était pour lui la figure du mal, c'est-à-dire la figure de Staline. Alors il le décrit, le maître du Kremlin, avec ses doigts boudinés comme des vers blancs, mais il a une phrase extraordinaire et qui peut nous inspirer aujourd'hui. Ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir trahi, dit-il, la splendide promesse faite aux tiers-États. Et je trouve cette formule magnifique. La splendide promesse faite aux tiers-États. Cette promesse, elle a été faite en 89, en 91. Elle a été faite peut-être avant, à d'autres occasions. Elle a été faite à la Commune. Elle a été faite en 48, écrasée en juin 48. Elle a été renouvelée constamment. Et écraser cette splendide, ne pas répondre à cette promesse faite aux tiers-États, c'est une forfaiture. Il faut répondre à cette promesse. Ce qu'il condamne, c'est que cette forme-là du communisme a été la trahison de la splendide promesse. Ce qui veut dire qu'il faut peut-être en inventer une autre qui ne soit pas une trahison de la splendide promesse. C'est évident. On va, si vous le souhaitez, vous donner la parole, mais Antoine Peillon, je voudrais lui poser une question, parce que vous n'avez peut-être pas lu le livre. Bon, peut-être certains l'ont lu, non? Oui. Bon, comment? Oui? Ah bon, d'accord. Bon, non, vous allez voir où je vais en venir. Dans une partie du livre qui est vers la fin, Antoine Peillon parle carrément d'Emmanuel Macron. Bon. Et il parle d'un Emmanuel Macron ultra-royaliste. Bon. Ce qui quand même est clair aussi dans certains jours ce qui s'est passé. Bon, parce que là, on n'est plus tout à fait dans la République, même la plus traditionnelle. L'ultra-royalisme, c'est encore autre chose, ça. Alors, c'est quoi ce personnage qui tout d'un coup se dévoue au culte de l'ultra-royalisme? J'aimerais qu'Antoine nous raconte un petit peu de quoi il retourne. C'est un culte qui est relativement discret, mais qui n'est pas totalement clandestin. Il y a deux éléments très forts qui montrent que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, finalement la République française est une république régalienne au sens où le roi doit finalement gouverner la République. Il le dit dans un entretien qu'il donne à un hebdomadaire qui s'appelle Le 1, qui est un remarquable journal, avant l'élection présidentielle. Et où il fait, sur un ton un peu philosophique, la remarque que dans notre histoire, depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, nous sommes hantés par un fantôme manquant. Et que De Gaulle l'a d'ailleurs bien prouvé, la République française, quand il n'y a pas un roi, et cette République va à volo. Que c'est une République qui déconne. Ça peut être un vocabulaire qu'il partage avec son épouse. Je corrige la maman de tout à l'heure. Voilà, il dit ça, il dit qu'il manque à la France un roi. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'il est président de la République, il fait une visite nocturne à la basilique de Saint-Denis, c'est pas très loin d'ici. Et là, très discrètement, il va voir ce qu'on appelle les gisants, donc c'est les tombeaux des rois de France, sculptés dans le marbre, c'est magnifique.
Et puis, il s'arrête devant 2-3 tombeaux particulièrement symboliques, parce que ce sont des tombeaux de rois qui ont représenté par excellence l'absolutisme. Philippe le Bel, Henri III. Et puis il y en a un qui manque, c'est Charles X. Charles X, c'est le dernier roi de la Restauration. Et c'est celui qu'on appelait l'ultra. C'est celui qui finalement, par ses bêtises, ses conneries, a déclenché les journées de juillet 1830. Et il y a une association qui milite aujourd'hui pour le retour des restes physiques, le cœur justement, de Charles X, parce que c'est en Europe centrale que ces restes sont restés, milite pour que ces restes soient réintégrés à la basilique de Saint-Denis. Eh bien, il y a à ce moment-là, au moment de cette visite d'Emmanuel Macron, des tractations très discrètes entre le cabinet d'Emmanuel Macron et cette association parfaitement et totalement royaliste, de façon à satisfaire cette revendication. Voilà, ce sont des éléments un peu symboliques, un peu forts, mais qui dénotent chez lui une véritable obsession de la qualité, finalement, politique de la royauté. Mais cette verticalité du pouvoir, dès 1789, la rupture de cette verticalité qui allait de Dieu au roi et du roi à ses sujets a été comprise par les penseurs ultra-réactionnaires, les penseurs hostiles à la Révolution française, comme un événement dramatique et irréversible. Ils étaient deux, Joseph et l'autre, les deux de Maistre. Joseph de Maistre a écrit, l'autre Xavier. Joseph de Maistre a écrit « Le principe de la Révolution est satanique ». Pourquoi il est satanique? Parce que à cette chaîne verticale qui va de Dieu au sujet en passant par le roi et en déléguant les pouvoirs, elle a substitué l'horizontalité. L'horizontalité, c'est-à-dire le peuple souverain. Le peuple souverain qui ensuite peut avoir des représentants, des délégués. Là, c'est toute une question ensuite qu'il faut poser. Mais c'est comme si, de dizaines d'années en dizaines d'années, on n'avait pas voulu tenir totalement compte de cette rupture définitive. Et voilà pourquoi couper la tête du roi, qui était franchement pas le pire de tous, il monte à l'échafaud, on trouve dans sa poche un petit billet, il voulait, avant de mourir, demander des nouvelles du bateau de M. Lapérouse qui était perdu. Donc Louis XIX, c'est pas le mauvais type, c'est pas le problème, c'est qu'il fallait absolument... Voilà où vous m'avez posé la question sur la violence. Je n'aime pas tant que ça la violence, mais c'est ainsi que j'essaie de l'analyser et de la comprendre. Il fallait instaurer cette horizontalité. Or, de dizaine d'années en dizaine d'années, on a un retour à l'idée, jamais on n'entend parler de Jupiter, de régalien, etc., que depuis 2 ans. Et c'est extraordinaire parce qu'au fond, il s'agit bien de monarchie et de droit divin. Il s'agit tout simplement de permettre aux structures du capitalisme financier mondial de continuer son réseau productif pour ceux à qui il rapporte, bien évidemment. Donc il s'agit de ça. Et ce n'est pas la peine de nous mettre le cadavre de Charles X ou de n'importe qui pour le justifier. Le régalien, d'où la phrase qui m'a beaucoup surpris de la semaine dernière. Toutes les ministres et tous les ministres répétaient en chœur « Oui, c'est fini, on va pas travailler pour le peuple, on va travailler avec le peuple. » Mais il faut bien plus que ça. Il ne s'agit pas de travailler avec lui, il faut l'écouter, il faut faire remonter les choses, il faut les entendre. Travailler avec, c'est une formule très creuse. Je peux très bien travailler avec. Alors, tout se passe bien, mes braves amis, et je repars au château, voyons. Je ne travaille pas avec. Donc, il y a une impossibilité de cette équipe à poser les questions que nous posons, car ils n'ont pas été faits pour ça. Ils sont faits pour tout à fait autre chose. Donc, ils sont d'une maladresse, d'une ignorance, parfois d'une... Celui qui ose dire « Oui, c'est vrai, nous avons peut-être été trop intelligents pour expliquer les réformes. » Il faut le faire, comme on dit quand même. On a été trop intelligent. Le député du 5e arrondissement. C'est quand même formidable. Donc, je crois qu'il ne faut pas demander à ceux qui ne sont pas là pour ça. Ils ont tous fait pareil. C'est rien que des petits jeunes gens bien propres sur eux, avec leurs petits costumes, bien coupés, leurs petits serrés comme ça, etc. Et ils ont des petits costumes. Vous savez, je parlais avec quelqu'un l'autre jour, je lui dis « Oh, c'était pas terrible cette phrase. Si tu veux avoir un costume, t'as qu'à travailler, qu'avait dit le président. » Alors le gars avec qui je discutais dans la rue, comme ça, me dit « Oui, moi j'aurais répondu, mais j'ai pas besoin d'avoir un costume, j'ai jamais eu envie d'avoir un costume. J'ai dû en emprunter un pour me marier. »
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens régimes au niveau des structures politiques et de la mentalité politique articulés au néolibéralisme le plus moderne. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est derrière? C'est ce qu'on appelle la puissance, ce que Simone Veil appelait la puissance, la force. La force, c'est le règne de la force. Alors, Le boxeur, je crois, il y avait une question sur... Oui, sur le boxeur. les blindés Non. déployés à Nantes. Les blindés sont déployés à Nantes. Est-ce qu'il faut que vous ayez un micro, hein? Alors des blindés Parce ont qu'en été plus, déployés à Nantes C'est à la enregistré. suite de heurts. Ce boxeur qui est au départ du livre, qui est intéressant, vous avez commencé le livre en disant qu'il vous avait, dans un premier temps, soulagé, parce que vous avez ressenti quelque chose qu'on a tous ressenti, mais on n'est pas des boxeurs et on n'est pas assez courageux, mais c'est parti de l'injustice, et vous avez démontré dans votre livre toute la cabale qu'il y a eu, y compris les gants coquets, en faire un casseur, Oui, il arrive. Voilà. Du calme. Voilà, il est là le micro. Faut pas s'énerver. Voilà. Ce que je voulais dire là, c'était parler un tout petit peu du boxeur et remercier les deux intervenants parce que je crois que quelque part ils ont contribué à sauver l'honneur des couches qui m'ont fait beaucoup mal au moment du mouvement des Gilets jaunes, ce que j'appelle les couches moyennes qui se croient supérieures. Tout à l'heure, vous avez dit plutôt intellectuel, dont je fais partie, je suis un prof du second degré, intellectuel de base, disons, et monde du théâtre que vous avez trouvé terriblement, dans le meilleur des cas, dubitatif par rapport aux Gilets jaunes, et quand ils n'ont pas eux aussi cédé à la nécessité de la violence pour les mater, quoi. Et ce que j'ai aimé dans le livre d'Antoine Peillon, c'est qu'il a parlé de ce boxeur et vous êtes allé fouiller dans la vie de ce boxeur, dans son entourage, dans ce qu'il... Vous avez dit à un moment donné, il a été sali en le traitant de gitan, et vous avez fait la vérité sur ses origines, mais aussi sur son goût dans les faits de son combat contre les injustices. Et je trouve qu'il faudrait quand même qu'on parle un tout petit peu de lui, parce qu'il a été symbolique à un moment. Quand on voit cogner Madame Leguet, quand on voit cogner cette dame en rouge qui s'écroule sous les coups, ce boxeur, il a quand même représenté une partie importante d'entre nous, finalement, même si on n'est pas forcément gilet jaune. Un mot là-dessus. Vous avez raison, et d'ailleurs, ce qui lui est tombé dessus aussitôt après, c'est-à-dire une violence judiciaire extraordinaire, était la réponse à la hauteur de ce qu'il avait représenté positivement, quasi immédiatement dès les premières vidéos, c'est-à-dire un héros. On a tous à l'esprit David contre Goliath, les preux chevaliers qui défendent la veuve et l'orphelin. Lui-même, il s'est toujours vécu du fait justement de ce naturel à sauver les gens ou à rendre service, un peu avec, comme imaginaire pour lui, de Robin des Bois. Robin des Bois a été pour lui, dans son enfance et dans toute sa jeunesse, un peu une sorte de modèle imaginaire très très important. C'est parce qu'il a répondu à l'humiliation que subissaient des milliers et des dizaines de milliers de gilets jaunes depuis des semaines qui ne faisaient que subir la violence policière par un mouvement qui n'était plus un mouvement de recul mais un mouvement d'avancée. C'est parce qu'il a représenté ce geste héroïque qu'ensuite il a été martyrisé par la police et la justice. Parce que vous avez employé le mot fouiller, moi j'ai fouillé dans rien du tout. En revanche, quand il y a eu la perquisition chez lui, le surlendemain de l'événement, ils ont fouillé dans toutes les affaires de la famille, y compris les affaires les plus intimes des petites jeunes filles qui sont ces deux filles et qui ont 13 ans. Voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais ça a été ce qu'on appelle une perquisition sale, sordide, humiliante volontairement, de façon à briser cette famille. Parce qu'il représentait déjà un symbole qui était le symbole de la victoire possible, en tout cas de la victoire imaginaire, de la dignité, de la résistance. À quoi? À la violence de l'État, à la violence totalement illégitime, voire illégale de l'État. Et ça, c'était extrêmement dangereux pour la République totalitaire, voire monarchique d'Emmanuel Macron. À moi? Oui,
Ah, il y a quelqu'un. Donc, je peux parler dans le micro. Voilà, bon, pour moi, c'est pas le boxeur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je l'ai connu au collège Paul Fort, à Montlhéry. J'étais un de ses profs. Et il était dans une classe, aide et soutien, et il s'en est sorti grâce à sa ténacité. C'était quelqu'un de très respectueux, qui avait le sens de la justice. Je ne savais même pas, moi, qu'il faisait de la boxe, parce qu'il ne s'en vantait pas. C'était vraiment un môme exemplaire, malgré sa carrure. Et j'ai discuté dernièrement avec sa prof principale, son ex-prof principale, qui était sa prof d'espagnol, et qui m'a raconté que, des années plus tard, la concierge est venue la voir en disant « Il y a un monsieur bien baraqué, là, et il a une poussette, il veut vous voir. » Et c'était Christophe qui est venu voir ma collègue en lui disant « Je vous avais promis que je viendrai vous voir quand j'aurai fait ma vie, que je serai mariée et que j'aurai mes petites filles. » Et donc voilà, je suis là. Et je vais vous dire, moi, quand j'ai entendu cette histoire de Christophe Détinger, j'ai eu des coups de téléphone, excusez-moi, parce que c'est le mépris de notre travail aussi en tant que prof. Parce que vraiment, c'est grâce un petit peu aussi à l'école de la République que ce gamin s'en est sorti. Quand je vois ce gâchis, ça, vraiment, moi, je suis effondrée. Et donc, mes collègues m'ont téléphoné en me disant « Mais t'as vu, c'est Christophe ?» Je dis « C'est pas possible que ce soit Christophe. » Et donc là, quand on dit le boxeur, non, c'est pas le boxeur. Moi, j'ai jamais vu comme un boxeur. C'est un jeune homme. Bon, bah, il y a peut-être le boxeur, d'accord, mais c'est un jeune homme qui s'en est sorti et qui est vraiment très bien, qui est un homme responsable, qui est vraiment un modèle de nos élèves. Voilà. Oui. Juste avant de laisser... Oui, juste avant de laisser Antoine répondre, je pense que la remarque du président, selon laquelle il s'exprime trop bien pour être un boxeur ou pour être un homme, c'est la négation même de l'école. Là encore une fois, c'est la négation de l'école. C'est tout à fait comme le président Sarkozy revenant du Latran et expliquant que l'instituteur ne serait jamais capable, autant que le prêtre, de transmettre des valeurs. Un président de la République qui dit cela, il n'est plus digne d'être un président de la République. De toute façon, je l'ai entendu aujourd'hui, je ne dirai pas, mais je l'ai entendu exprimer une compassion au bord des larmes à la suite du jugement qui a été prononcé concernant Patrick Balkany. Je ne me prononce pas, moi. Je ne me prononce pas sur l'affaire du mandat de dépôt. Bon, admettons les hypothèses. Mais il faudrait peut-être trouver autre chose à dire que je partage sa souffrance et dans un vocabulaire spiritualiste très poussé, il traverse une épreuve, à ce moment-là les paupières se baissent, il traverse une épreuve et je le soutiendrai dans l'épreuve. Eh bien, je trouve ça absolument indigne. Surtout quand on met ça en contraste avec une autre parole qui était « il n'y a pas de blessure irréparable » en parlant des éborgnements et des visages. Chère madame, je vous prie de m'excuser, mais je ne peux pas ne pas me rapprocher de vous. Je vais vous donner des bonnes nouvelles. Christophe, Karine et les enfants vont très bien. On a été pas mal cet été ensemble. Christophe va participer à 2 choses importantes. Au marathon de Paris, le prochain, parce que la boxe, c'est pas son truc. Ça l'a jamais vraiment été. Et qu'en revanche, c'est un super coureur. 1m90, 90 kg, il est affûté comme ça. Et voilà, son truc, c'est la course de fond. Mais c'est deuxième chose, c'est les choses de l'esprit que, bien sûr, ses professeurs lui ont transmises. Christophe, quand il parle, c'est une sagesse incarnée impressionnante. C'est une sensibilité qui, moi, me touche à chaque fois parce que c'est la sensibilité aux autres. Cet été, on parlait bien sûr de ce qu'il avait vécu à la prison, c'est épouvantable. Il ne parlait que des autres. Des petits jeunes maghrébins qui ne savent à peine écrire, qu'il a aidés à rédiger leurs lettres. À ceux qui, parmi les gilets jaunes, ont subi une répression judiciaire et de la prison et que personne ne connaît et qui, contrairement à lui, n'ont pas eu d'avocat, ont été en comparution immédiate, condamnation immédiate et puis ne sont pas connus du public. Et quand il en parle, on sent qu'il n'est pas comme le président avec les yeux et tout ce cinéma.
mais que réellement sa personne est profondément touchée. Et donc Christophe, qui est encore très jeune, il est en pleine évolution et il est en progression parce que son expérience très malheureuse de ces derniers mois, il la prend comme une expérience initiatique qui l'amène encore à de nouveaux développements. Et puisque vous êtes de l'école, moi, quelque chose qui m'a énormément touché, lui et Karine ne lisaient pas beaucoup. Ils sont très bien informés, ils se tiennent très bien informés, ils ont un esprit critique extraordinaire. Mais ils ont découvert, à travers le petit livre que j'ai fait, George Orwell. Et ils ont acheté 1984. Et ils continuent leur lecture, et ils adorent ça. Et pour eux, voilà, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux, y compris des relations avec des écrivains, des journalistes, parce qu'ils en rencontrent, et qui vont se nourrir aussi de ça, mais qu'ils apportent énormément à toutes ces personnes. Donc, rassurez-vous, c'est finalement un mal pour un bien pour les détingés. Bonsoir, je vous remercie pour cette conférence et cette rencontre. Est-ce que la question que je vais poser, c'est de quoi cette rencontre est-elle le futur? Votre conférence s'appelle « De quoi les Gilets jaunes sont-ils le nom ?» Moi, durant tout le temps où je vous ai entendu parler, j'ai entendu deux individus qui, individuellement, se sont trouvés émus, touchés, intéressés politiquement par le mouvement des Gilets jaunes. Et la question que j'aimerais vous poser, qui est quasiment en filigrane de tout ce que vous avez dit, c'est « et maintenant ?» Parce que beaucoup d'entre nous qui sommes ici présents n'avons pas été aux côtés des Gilets jaunes. Nous avons fait partie, pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici, je ne dis pas, je ne connais pas les gens, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup, qui se sont posé des questions, qui ont entendu dire que c'était du fascisme, qui ont entendu dire que... j'ai entendu des metteurs en scène dire que comment ces gilets jaunes pouvaient s'habiller d'un habit aussi moche, aussi laid. Ça a été jusque-là. Et maintenant, tout ce que vous nous avez dit cet après-midi nous appelle à nous dire, oui, il y a toujours un Macron à l'Élysée, oui, il y a toujours cette mafia, qui n'est pas une mafia au sens où on l'entend habituellement, mais une mafia extrêmement organisée pour détruire la société que nos parents ont construite pour nous. Et maintenant, où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Allons-nous nous retrouver aux côtés des Gilets jaunes? Que ferons-nous le 21 septembre? Que se passera-t-il désormais? Ça, c'est la question que je voulais vous poser. Bravo. Daniel Salnave. C'est vraiment une question qui me touche très profondément et je ne peux y répondre que de la manière suivante. Le sentiment très profond que j'ai, moi, c'est que nous revenons de très loin. C'est que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont en gros 30 ans, 1989-2019, depuis en gros la chute du mur. Nous avons traversé 30 ans pendant lesquels nous a été martelé la fameuse expression qu'on peut attribuer à Madame Thatcher, le fameux Tina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Donc, nous l'avons refusé, si possible, à notre manière, chacun de notre côté, quelques-uns en agissant vraiment, d'autres en parlant, et beaucoup aussi ont dit, ben oui, dans une espèce d'accablement. Et cet accablement, il a pesé sur toute la société. Il a encouragé toutes sortes de dérives, toutes sortes de choix, la manière dont on s'est engouffré dans les questions sociétales, si importantes soient-elles, au détriment des questions sociales, au point que, par exemple, la question de l'égalité des sexes, la mise en œuvre de l'égalité des sexes par l'égalité salariale, elle est souvent traitée comme un féminisme sociétal, alors que c'est une question sociale fondamentale. Donc je crois que nous sommes tous en période, nous émergeons d'une espèce de torpeur qui nous a été imposée et qui a été
augmenté en quelque sorte par certaines facilités des technologies, de tout cet environnement à la fois brillant, futile, séducteur, et qui d'ailleurs fait le plus grand mal à nos enfants. Je cite un ouvrage que je suis en train de lire qui là-dessus est absolument formidable. Donc nous avons cédé à tout cela. Et par certains côtés, certaines améliorations ont pu, le niveau de vie, l'espérance de vie, les soins médicaux, l'augmentation, le prolongement de la scolarité, le nombre d'enfants qui vont à l'université, tout ça a déguisé un peu la réalité de quelque chose qui était accablant et qui visait à nous endormir. Mais nous ne dormons plus. Nous ne dormons plus, nous nous réveillons, chacun à notre manière, à travers notre histoire. Moi, j'avais un peu plus de 20 ans au moment de 68. C'est inoubliable d'avoir parlé avec des gens dans la rue qu'on ne connaissait pas, avec qui on faisait un bout de chemin, et on parlait. J'ai le revu sur les ronds-points. Ça m'a rappelé ces soirs de mai 68. Nous nous réveillons. Et alors, en se réveillant, il faut dissiper les cauchemars, toutes les brumes d'un mauvais sommeil. Il faut se réveiller, chacun à notre manière. Nous ne sommes pas en mesure, en tout cas moi pas, de proposer des vastes synthèses, de proposer des rassemblements. Non, nous proposons simplement de rassembler des exemples, des témoignages. J'ai par exemple cité dans mon livre un penseur, une philosophe, qui n'est pas toujours cité à gauche ou à l'extrême gauche, qui est Simone Veil. Simone Veil a des propos décisifs sur la dignité, l'égale dignité. Elle est catholique, donc elle était considérée par certains... non, moi je fais sauter ces cloisons. Elle est peut-être catholique et par certains côtés, je poursuis un long et acharné combat à l'égard d'un cléricalisme toujours renaissant, mais je n'ai aucune difficulté à citer Simone Veil. Je pense que chacun d'entre nous a cette charge-là. Son âge, ses expériences, il doit les réveiller. Et peut-être que ces contacts, comme nous avons ce soir, nous ne nous reverrons pas peut-être les uns les autres, mais ce chemin-là continuera de circuler. Ce sont des petites choses qui s'allument un peu partout. Des veilleurs, des nuits debout, des gilets jaunes, tout ça est extrêmement important. Le fait que tout d'un coup, on s'aperçoive que le mot migrant commence à déplaire de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, migrants? On dirait des gens qui se baladent, ils traversent, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont, on sait très bien d'où ils viennent, on sait très bien pourquoi ils viennent, et on sait très bien ce qu'on fait d'eux. Alors arrêtons de les appeler d'un mot qui déguise un petit peu tout. Arrêtons aussi de désigner des ennemis qui ne sont pas des ennemis, à de désigner le migrant, ou le musulman, ou que sais-je, ou le gamin de banlieue, comme un danger pour la République. Arrêtons, réveillons-nous et réveillons en nous tout ce que nous avons pu accumuler selon l'âge que nous avons, de la leçon de nos parents, de nos maîtres, et puis des combats que les uns ou les autres nous avons pu avoir. Réveillons-nous. Ça prendra du temps. Vous allez me dire, oui, mais les choses pressent. Certainement. Mais il faut aussi se donner un peu de temps. Je trouvais scandaleux qu'on oppose immédiatement aux Gilets jaunes. Vous ne vous organisez pas, vous n'avez pas de pensée générale, vous n'avez pas de doctrine. Mais c'est un scandale quand on sort d'un tel enfermement. On ne va pas demander en même temps d'avoir édifié déjà un système économique et politique. Chère madame, effectivement, nous avons entendu sur les gilets jaunes des choses qui étaient des diffamations. Et malheureusement, elles ont bien marché. Et elles ont notamment bien marché dans toute une partie du mouvement social traditionnel. Moi, je suis cégétiste, j'ai vu comment il y a eu des prudences terribles vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, racistes, antisémites, populistes, on a eu le droit à tout. Il suffisait d'y aller une fois pour voir que tout ça était de la pure propagande gouvernementale pour nous opposer les uns aux autres. Donc première chose, union. J'ai eu honte en tant que cégétiste d'être si peu représenté par mon syndicat, pas mon syndicat parce qu'il était présent, mais par la Confédération et par les grandes fédérations qui ont boudé du début jusqu'à la fin le mouvement des Gilets jaunes. Ça a été catastrophique. C'était presque de la collaboration vis-à-vis du gouvernement. Je le dis clairement, ça a été vécu comme ça par les Gilets jaunes. Premier point. Deuxième point. Sans cesse, j'ai entendu tous les samedis un mot magnifique et qui était dit en conscience, et qu'on entend maintenant d'ailleurs depuis quelques années. Résistance, résistance, résistance. La référence à la résistance...
La résistance, la référence à la résistance n'est pas folle, elle n'est pas sacrilège, parce que les personnes qui le disent ont parfaitement conscience de ce que ça a représenté dans l'histoire. Ils ont conscience de l'aspect héroïque de la résistance sous l'occupation. Ils ont la conscience de la précarité, de la modestie, de ce qu'a été le commencement de la résistance, se parler, se reconnaître entre soi, faire quelques petits tracts, et qu'aujourd'hui nous en sommes là aussi. Nous sommes dans la faiblesse, nous sommes dans la précarité, nous sommes dans l'inquiétude, exactement comme le réseau du Musée de l'Homme, par exemple, si on lit les historiens comme Julien Blanc, qui ont travaillé sur les débuts de la résistance. Ça n'est pas un gros mot de dire aujourd'hui nous sommes dans une situation qui nécessite au moins, de façon intellectuelle, morale, de se dire oui, nous allons résister. Deuxième mot, le mot de bien commun, le mot de commun, le mot de commune. Aujourd'hui, quand les gens se rassemblent, quand ils sont ensemble sur les ronds-points, quand ils n'exigent pas de savoir si on est au PC, à la CGT, au PS, peu importe. Ils exigent que nous ayons des valeurs communes fondées. Je ne vais pas attendre le micro parce que je suis exaspérée. Si certains n'ont pas suivi le mouvement des Gilets jaunes, c'est parce que déjà il fallait un véhicule et que quand on les connaît dans une vie donnée, la plupart ont fait des marches. Alors, Voilà, pourquoi il y en a qui bougent. Et en plus, c'est en descendant. je vous prie de m'excuser. Peut-être on vous donnera le micro ensuite, si vous voulez Alors, bien. normalement, il y a Je un voudrais micro. juste finir le propos, Pierre, parce que Pierre, c'était une le réponse. micro, où as-tu mis le micro, Pierre? Non mais, Charles, Alors si tu veux bien, je vais finir. Charles, je vais juste finir mon propos, Oui, non, en 2 mots. bien sûr. Dans ces ronds-points, dans ces rassemblements, on entend résistance, on entend l'exigence sociale, la République sociale est à faire. La Révolution française n'est pas terminée. Nous avons la révolution à faire. Et le mot révolution n'est plus un mot tabou. Ça fait peur, la révolution. À qui ça fait peur? Aux petits bourgeois. Eh bien aujourd'hui c'est terminé parce que dans le mouvement des Gilets jaunes et dans tout le mouvement social quand il est sincère, on sait que ce que nous avons devant nous à faire, c'est une révolution. Pour finir, cette révolution ne doit pas être diffamée, elle ne doit pas être rapportée au stalinisme sanglant, elle ne doit pas être rapportée à la terreur, c'est une erreur historique. La révolution, c'est bien d'autres choses. Daniel Salnave nous en a parlé aussi tout à l'heure. On ne va pas prendre 1848 seulement, on ne va pas prendre la Commune seulement, on ne va pas prendre 1789 seulement. Le mot de révolution est porteur aujourd'hui d'une espérance considérable et absolument nécessaire. Pour finir, nous avons une devise, elle est bafouée en permanence. Si on prend au sérieux les mots, liberté, égalité, fraternité, vous vous rendez compte la puissance de ce programme? Il est bafoué en permanence. On fait tout l'inverse dans notre société. Nous avons à faire une révolution qui porte cet idéal qui a été celui des révolutionnaires français sur 2 siècles au moins. Le 21 septembre, il serait dramatique, pour parler de façon pratique, il serait dramatique que l'on continue, comme ça a été le cas jusqu'au début de l'été, que, eh bien, les grandes organisations syndicales et les grandes organisations politiques, pour ce qu'il en reste, ne rejoignent pas massivement les rassemblements de Gilets jaunes. Ça doit être un véritable mot d'ordre. L'objectif, il est de faire ce qu'on a appelé le Front populaire. Est-ce que c'est incroyable de dire le Front populaire? Aujourd'hui, nous avons le Front populaire à refaire dès le 21 septembre. Alors, oui. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Non. Parce que c'est un journaliste qui a été longtemps à l'Humanité, qu'il est encore un petit peu quand même. Il n'est pas qu'un poseur de questions, bien que j'ai eu beaucoup de plaisir à poser les questions que j'ai posées à nos 2 invités. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que au bénéfice d'inventaire des années que j'ai traversées, j'ai assisté à une chose à laquelle certains d'entre vous ont fait allusion, c'est à la substitution de la question sociétale à la question sociale. Ça, je peux en témoigner pièce en main, hein, et avec les citations de journaux. C'est-à-dire que la question sociale a été évacuée pendant des années. En gros, si vous voulez, ça je pourrais vous en apporter les preuves, depuis 68. 68 a été un tel ébranlement dans la société jusqu'au plus haut de ce qu'on appelle le CAC 40 qu'ils se sont dit on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir un mai 68 comme ça tous les 10 ans. Bon, ils ont fait en sorte d'atomiser les entreprises, d'atomiser les syndicats, de neutraliser tout ça. Parce que dans mai 68, non, mais attendez, d'accord, on
On ne va pas faire l'inventeur. Mais dans mai 68, ils savent qu'à un moment donné, le mouvement étudiant a joué un rôle de détonateur absolument exceptionnel, mais qu'à un moment donné, la chose décisive qui est intervenue, c'est la grève générale ouvrière. On est d'accord? Voilà. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et il y a quelqu'un qui était là, à votre place ici hier, qui s'appelle Gérard Noiriel, bon, qui est historien. Et il y avait 2 grandes pages dans Le Monde intitulées de sa part à lui, « Les Gilets jaunes ont remis au centre la question sociale ». D'accord? Les Gilets jaunes ont remis au centre la question sociale. Mais la question sociale, ce n'est pas la réponse sociale. La question sociale, c'est de réveiller chez tous les citoyens l'idée où on en est du point de vue social dans le monde où nous nous trouvons. C'est extrêmement important parce qu'en même temps, alors je vais finir, vous allez voir, ça va aller vite, mais vous savez, bon, moi je veux bien qu'on mette en cause, j'en suis tout à fait capable aussi, le syndicalisme de ses défauts ou de ses manques. Mais aujourd'hui, les cheminots au printemps, bon, la RATP hier, bon, la bataille des retraites demain, qui va être aux côtés de qui? Qui va être aux côtés de qui? Donc je pense qu'il faut arrêter les escarmouches et je pense que le boulot de demain, je crois que c'est ce à quoi la dame qui est intervenue tout à l'heure a voulu faire allusion, c'est le demain. Demain, point d'interrogation. Le demain, point d'interrogation, il est l'affaire de tous. Que ce soit les gilets jaunes, les citoyens, les syndicalistes, à chacun de faire son boulot. Et pas uniquement en cognant sur le voisin. Ou sur ce que lui qui se trompe, voilà. Donc, je tenais à vous dire ça parce que je ne peux pas être neutre dans ce type de discussion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me suis permis de faire valoir mon opinion. Voilà. Moi, voilà, personnellement, je suis membre du PCF depuis 50 ans. Les premiers jours du mouvement des Gilets jaunes, j'habite en campagne dans le Sud-Sarthe. Les premiers jours, j'étais très dubitatif. Et puis, une de mes connaissances, agriculteur retraité, avec une toute petite retraite, m'envoie un SMS. « Marc, viens voir ce qui se passe au rond-point de Montabon, c'est assez étonnant. » Je me suis dit, il faut quand même que j'aille voir. Et quand je suis arrivé au bord du rond-point, j'ai vu un grand panneau de contreplaqué avec les mots suivants. Liberté bafouée, égalité violée, fraternité oubliée, reprenons nos valeurs. Je me suis dit, mais c'est là ma place. C'est mon combat, c'est ce pourquoi je suis. Je suis arrivé parmi eux, il y avait des gens, j'ai commencé à me présenter, on m'a regardé avec des billes, on m'a dit on se fout de qui tu es, ce qui nous intéresse c'est ce que tu peux apporter. Moi je suis resté tout le temps que le bivouac a existé pendant 6 mois, j'ai passé de nombreuses nuits à débattre avec ces femmes et ces hommes. J'ai fait des chroniques dans l'UMA, je n'ai fait que mon boulot et mon engagement, je suis très fier que l'UMA, dès que je l'ai proposé, m'a dit « Vas-y, écris, on prend ». Et ces hommes et ces femmes, donc, je dois dire que l'une des premières réunions que j'ai eues avec mes amis au Mans, quand j'ai dit « Je suis totalement communiste et totalement gilet jaune », beaucoup m'ont regardé un peu surpris. Les esprits ont quand même pas mal évolué, mais moi, ça m'a... Je ne dirais pas que ça m'a convaincu, je dirais que ça m'a définitivement convaincu, parce que beaucoup d'eau a coulé, j'ai bougé, c'est que nous avons nos références, nous avons nos histoires, nous avons... Mais je suis complètement d'accord avec, je crois que c'est Charles au début a dit, c'est pas simplement une attitude de journaliste, même si je l'ai appris à l'UMA. Quand il se passe de telles choses, n'y allons pas avec ce que nous croyons être nos vérités, allons écouter, prenons, mettons-nous avec, apportons ce qu'on peut, parce que de toute façon, la révolution, telle qu'elle se passera, personne ne l'écrira avant qu'elle se passe. On pourrait rester ensemble encore très longtemps. Je pense que ce qui est une vraie révolution doit l'être pour chacun de nous, c'est de prendre conscience que
plus personne ne veut aujourd'hui que son émancipation lui soit dictée d'en haut et de l'extérieur. C'est pourquoi je cite dans ce petit opuscule, mais dans d'autres, chaque fois que je le peux, la fameuse phrase de Marx de 1864, l'émancipation des travailleurs et travailleuses, bien sûr, devra être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Eh bien ça, c'est une forme de verticalité qu'il faut faire disparaître. Nous savons mieux qu'un ouvrier quelle est la réalité de sa condition. Nous savons mieux qu'un travailleur, ou nous savons mieux qu'une femme voilée, pourquoi elle porte ou pourquoi elle ne porte pas le voile. Nous ne devons pas apporter la vérité d'en haut. Elle doit se construire ensemble. Et ça, c'est une démarche extrêmement nouvelle en un sens, alors qu'elle va de soi. Et vous, devrait aller de soi. Vous savez quelle est la chanson qui s'est diffusée partout à partir des Gilets jaunes? On peut la chanter ensemble. On est là, on est là, on est là. Voilà. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire quand on entend ça et pourquoi on a des frissons? C'est je suis là, on est là. C'est voilà, les uns à côté des autres, uniquement des êtres humains, physiquement. C'est quelque chose qui est la base au sens le meilleur du terme, le socle, c'est-à-dire c'est l'horizontale. Personne n'est au-dessus de l'autre. Et puis oui, nous sommes là, nous sommes venus. Vous savez, il y a tout cet imaginaire qui est de la présence et que c'est la première chose qu'on doit à son prochain ou qu'on doit à l'autre, c'est être présent à ses côtés. Eh bien oui, on est là. Et si, à partir de la rentrée, le 21 septembre, tout le monde se disait « on est là, on est là », et même si vous ne le voulez pas, vous autres dans les châteaux, eh bien on est là. Et ça, vous n'y pourrez rien. Vous n'y pourrez rien. C'est ça qui a fait l'histoire à chaque fois. Les grands mouvements de basculement de sociétés entières, bien sûr nos révolutions. Pensez à Gandhi, pensez à tout ce qui s'est passé dans le tiers-monde au moment de la fin du colonialisme, des peuples qui étaient nus devant des armes, devant des armées entières. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là, et ça a eu une force irrésistible. Eh bien, c'est ça le mot d'ordre. Il nous est chanté chaque samedi. Il est simple, il est fondamentalement humain. Soyons-y, soyons-y. Alors, j'aurais voulu répondre. J'aurais voulu d'abord vous remercier parce que vraiment, ça fait du bien. Je suis là. Ça fait beaucoup de bien de vous entendre. Je ne vous ai pas encore lu, mais je vais le faire. Et ça me fait du bien que ça se passe ici. Parce qu'excuse-moi, Charles, mais quand tu dis des escarmouches contre les uns et les autres, moi aussi, j'ai milité toute ma vie à la CGT. J'en ai été même à une époque responsable au bureau à Radio France, puisque j'étais journaliste aussi. Je suis à la retraite. Je vis aujourd'hui en Ariège. Et je dois dire que j'ai découvert aussi que la vie en région, et particulièrement dans les régions aussi compliquées que l'Ariège ou toutes ces régions-là, n'est pas du tout la même qu'à Paris. Mais on pourrait en discuter parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est très important ce qui se passe là. Parce que tout est compliqué pour se déplacer, pour s'organiser un minimum, etc. Je voudrais dire que d'ailleurs en Ariège, je ne sais pas comment c'est ailleurs, ce sont les femmes qui dirigent tout ce qui est profondément idéologique et politique et les actions, et ce sont les mecs qui s'occupent de la bouffe. Je ne sais pas s'il y a des Ariégeois. Donc ça, c'est pas mal. Ça m'a surprise, mais ça... Dans l'histoire d'ailleurs de nos régions, c'est pas du tout étonnant, puisque c'est une région qui historiquement a vu le pouvoir des femmes. Mais bon, c'est pas de ça dont je voulais parler. Charles, quand tu parles d'escarmouche à propos de ce que disait Antoine Peillon comme analyse critique, que je partage totalement de l'appareil CGT, mais on pourrait dire la même chose de l'appareil PC, de tous les appareils d'ailleurs, quels qu'ils soient. Je dis que ce ne sont pas des escarmouches, mais que c'est une question profondément politique et essentielle aujourd'hui si on ne veut pas que ce mouvement soit étouffé, comme d'autres mouvements, y compris en 68 d'ailleurs, par les appareils. Et donc, quand tu renvoies, Antoine, merci, au 21, c'est sérieux cette affaire-là, parce qu'en effet, si on échoue, on va décourager encore, on va renvoyer les gens à du désespoir.
Je peux vous dire que toutes les semaines, en Ariège, nous nous retrouvons devant des commissariats ou des gendarmeries, car chez nous c'est souvent la gendarmerie, pour soutenir des gens qui sont mis en examen aujourd'hui, qui sont perquisitionnés chez eux, des gens de 70, 80 ans, qu'on va perquisitionner parce qu'ils étaient simplement dans une manif et ils affichaient, dans la ville de Foix par exemple, des affiches. Donc, la guerre est déclarée aux pauvres, au peuple. Et si les appareils continuent, parce qu'ils continuent à le faire, je suis désolée d'être en désaccord avec toi, Charles, continuent à faire ce mépris silencieux et à freiner, ça n'ira pas. Parce que qu'est-ce qui se passe en région? On se retrouve à l'hôpital, à Foix, presque toutes les semaines, pour défendre 54 lits qui vont être fermés. On se retrouve dans le train, le seul train de nuit qui existe de Paris à la Tour de Carole. Il n'y a que les maires et les militants catalans qui viennent. Les Ariégeois français, on ne les voit pas. On se retrouve au SMDEA qui gère l'eau de manière scandaleuse et quasiment privée. Et là, on trouve des syndicalistes, et là, on trouve des communistes, et là, on trouve des Verts. Mais là, on est tous ensemble. Donc, reprenons le chemin des luttes. Et je crois qu'il faut vraiment dénoncer les appareils et surtout, peu importe de les dénoncer, il faut les déborder. Punaise, arrêtons ça et allons tous le 21 dans la rue, dans les manifs et sur les ronds-points. Bonsoir à tous. Je suis espagnol, je viens de l'Espagne. En Espagne, on a aussi des gilets jaunes. On a commencé en 2013. C'était les vieux. Nous étions les vieux. On nous appelait les gens méprisables parce qu'on était semblables aux jeunes qui jouaient des flûtes avec des petits chiens dans la rue. Alors nous sommes maintenant des sans-culottes. On a pris ça, nous appelons les vieux flûtes à cause de ça. C'est très bien, je suppose qu'il n'y a aucune relation, et c'est très bien, entre les gilets jaunes français, les gilets jaunes espagnols et tout le mouvement, depuis 2013, dans les rues et dans les places. Le mouvement n'est pas fini. Le mouvement ne fait que voir comment il peut aller en avant. Mais malgré tout, parfois en Espagne, on a pris un peu le chemin de se rallier à certains partis politiques. Des partis politiques sont issus des places. Vous savez, nous pouvons maintenant s'unir avec des partis anciens, avec le Parti communiste, directement. C'est une solution, peut-être ce n'est pas la solution, mais nous avons renversé un gouvernement. Et ceci est important. Et on va voir qu'est-ce que ça donne, tout ça. C'est la révolte. La révolte, ce n'est pas la révolution, mais il n'y a pas de révolution sans révolte et sans conscience. Et je finis, une dame a dit avant, et maintenant, moi je me souviens d'une chanson française, et maintenant que je vais faire. Et pour ce temps, que sera ma vie? Merci. Voilà. Bon, alors, nous allons finir. Je ne sais pas si nous invitons... Si, moi j'aurais encore une question. Enfin, c'est pas une question. Je crois que ce mouvement des Gilets jaunes est aussi dû à un déni de la parole. On parlait de mai 68. En mai 68, en effet, on expliquait les choses. On ne se contentait pas d'entendre ce qui se passe à la radio ou à la télé et de le reproduire. Il y a un manque de circulation de la parole, c'est devenu fou. Comme si la parole était devenue dangereuse. Mais la parole n'est pas dangereuse. C'est de ne pas parler que c'est dangereux. Et ça c'est primordial. Et c'est, je pense, dû à justement peut-être au matraquage qu'on veut médiatique.
Il faut se réapproprier. Il faut se réapproprier les lieux, mais pas seulement la rue. La rue, évidemment, on a les flics automatiquement. Il ne faut pas non plus envoyer au casse-pipe des types ou des femmes qui ont, en effet, on en est déjà morflé pas mal. Il faut se réapproprier les lieux des médias, les réseaux sociaux, les journaux. Et ça, c'est incroyable comme la parole maintenant devient dangereuse et que du coup, on frappe. C'est aussi le cas des intégristes, entre guillemets, des attentats, etc. C'est des jeunes qui n'en peuvent plus. Et évidemment, ça vient la récupération par l'islam, par les intégristes musulmans, dirons-nous, pas l'islam. La récupération des intégristes musulmans, c'est dû justement au fait que ces jeunes ne parlent plus. On a l'impression, quand je commence à parler, des fois ça m'arrivait en tant qu'artiste, de prendre la parole dans un lieu, on a l'impression que c'est devenu dangereux. Et on dit non, non, chut, chut, tais-toi. Et non. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'en effet, la parole circule et qu'elle circule encore longtemps. Et il n'y a rien à faire, il faut occuper les radios, les télés. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois en tant qu'artiste. Je suis intervenue dans des émissions. On m'a laissé parler ou on m'a jeté. Mais n'empêche que je me suis fait entendre. Et ce qui m'a permis quand même, petit à petit, de devenir artiste malgré tous les ennuis que j'ai pu avoir et d'arriver jusqu'au théâtre du Gymnase dans un spectacle que vous pouvez l'avoir, parce que après tout, autant en profiter. Sur YouTube, mes extraits, je fais un robot. Voilà, je suis la seule femme d'ailleurs qui fait un robot. Ça aussi, il y a aussi des femmes qu'on brime au niveau parole. Alors ça, bon, évidemment, ça dépasse le cadre de nos discussions aujourd'hui. Mais quand on entend des hommes dire à leurs femmes, à leurs épouses, je l'ai entendu, chut, tais-toi, c'est moi qui parle, ah ben ça ne devrait plus jamais exister. Voilà. À bientôt. Bon, alors, attendez, une seconde, hein. Une dernière intervention, là, parce qu'en plus, le monsieur, il a mis son gilet jaune. Alors, il a un droit de préemption. Allez-y, brièvement, et après, on va finir. Je voudrais prendre la parole aussi. Je expliquerai pourquoi. Bonjour à tous, Jean-Baptiste. Donc, moi, je suis gilet jaune depuis le 1er décembre. Je suis à la CGT aussi, ça fait 25 ans que je lutte. Je suis enseignant, j'ai lutté pour les cheminots, j'ai lutté pour le code du travail, enfin de ce qu'ils en faisaient. Avant le 1er décembre, je me suis posé des questions, j'ai écouté la télé a montré ce qu'elle voulait comme d'habitude. Et je me suis dit, je ne vais pas être bête comme les gens qui regardent la télé d'habitude et la télé parle de nous qui résistons depuis longtemps d'une façon complètement biaisée sur les chiffres, sur le racisme, etc. Je suis allé à Paris, à Bastille, le 1er décembre, et comme le monsieur tout à l'heure, j'ai rencontré des gens. J'ai commencé par rencontrer Monique et Michel Pinson-Charlot. C'est les premières personnes que j'ai rencontrées en tant que gilet jaune. Et donc, j'ai rencontré des gens formidables, il m'est arrivé des choses incroyables. Pour la lutte, pour la suite de la lutte, on parle du 21 septembre, on m'a demandé de faire quelques conférences en tant que gilet jaune pour les gilets jaunes et les gens dans les villages. Et il me posait la question, comment faire venir les gens ? Comment faire réagir les gens ? Et ces gens qui me posaient la question, eux, depuis 25 ans, étaient dans leur canapé. Je leur ai dit, mais j'ai pas la réponse à cette question. Posez-vous la question, pourquoi vous avez-vous réagi ? Pourquoi vous, à un moment, vous êtes-vous levé ? C'est ça qui est important. Et pour le 21 septembre, là, on parlait des luttes. Toutes les luttes qu'il y a eu avant, on peut remonter à la Révolution, la Commune, etc. D'ailleurs, je suis enseignant. Je peux vous dire que hier, j'ai posé la question à mes élèves. On a parlé de la Commune. Ils savent même pas ce que c'est. Ils n'ont jamais entendu parler. On parle pas de ça. La sécurité sociale, c'est pareil. J'ai parlé avec eux. Il y a rien dans les programmes. Tout ça, c'est enlevé. L'émancipation, c'est enlevé. Juste une petite chose. Je suis en CAP. Les CAP, français, histoire, géographie, instruction civique, ça passe à 1h30 par semaine pour les 4 matières. C'est ça qu'ils sont en train de nous faire, les réformes. Ce que je voulais dire pour le 21 septembre, c'est que là, on est en train d'affronter quelque chose que les autres luttes n'ont jamais affronté. Nous, on affronte la mondialisation. C'est déjà une chose qu'il n'y avait pas à la Révolution. Et la deuxième chose qu'on affronte, c'est les lobbies.
les lobbies du pétrole et en France, les lobbies du nucléaire. Est-ce que là, on doit lutter, est-ce que n'ont jamais lutté les autres? Pour nos enfants, ils sont en train de détruire l'humanité. C'est-à-dire que quand ils luttaient avant, ils pouvaient se dire que la génération d'après pourrait lutter pour changer les lois. Mais nos enfants qui sont en train de naître, en 2050, vont avoir 30 ans. Ils pourront crier autant qu'ils veulent. Toutes les espèces qui vont disparaître, elles seront disparues. Tout ce qu'ils sont en train de détruire, ce capitalisme, ils en arrivent même à ne pas récupérer le bois, ils le brûlent en Amazonie. C'est terrible. Le 21 septembre, il faut être là et il faut continuer. Il faut prendre conscience de ça, de ce qu'ils sont en train de faire. C'est terrible. Ils détruisent l'humanité. C'est ça. Ils n'ont aucun cœur, aucun scrupule. Ils vont tout détruire et ils s'en foutent. Donc voilà, le 21 septembre, soyons tous ensemble. Bien, alors... écoutez, nous allons arrêter parce que quand même, vous allez me permettre un droit de réponse à Aline Paillet. Cette chère Aline Paillet, ça fait 30 ans que ça dure, sur les appareils, voilà. Bon, et je la retrouve toujours, et les appareils, et les appareils, les appareils. Oui, les appareils. Les appareils sont les appareils, les directions d'appareils sont ce qu'elles sont et tout. Si tu veux, on a discuté une fois, je ne suis pas plus tendre que toi avec les appareils. D'accord? Voilà. Ce que j'ai voulu dire, je pense que tu n'as pas compris, c'est que devant nous, la question que posait la dame tout à l'heure, c'était le devant nous, pas derrière nous, le devant nous. Et Daniel Salnave a un petit peu répercuté la chose. Le devant nous, il y a les gilets jaunes le 21 septembre. Tous avec les gilets jaunes le 21 septembre. Mais, attendez. Devant nous, il y a la situation terrible dans les hôpitaux et les urgences. Tous avec les urgences et les hôpitaux. Devant nous, il y a la grève de la RATP qui risque de rebondir, peut-être de rebondir à la SNCF. Tous avec les transporteurs du rail qui défendent le service public. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et si, par escarmouche, tu as mal compris, j'ai voulu dire qu'il fallait essayer d'éviter un petit peu les aspects subjectifs et secondaires. Je pense qu'il y a des batailles devant nous, je me permets de le dire. Je suis journaliste, mais je prends parti à un moment donné. Je pense qu'il va falloir être avec tout le monde quand ça le mérite. Quand ça le mérite, voilà. Ouais, d'accord, Aline, bien sûr. Voilà. Alors, voilà, on va s'arrêter si vous voulez bien. Hein. Vous repartez chacun avec ce que vous avez envie de garder de cet échange, qui d'ailleurs, franchement, dans un premier temps, était quand même impressionnant de qualité. Parce qu'il y avait... Non, parce que moi, je me méfie de la tournure politique des débats. Mais là, il y avait quand même des témoignages. Voilà, merci à vous. Tout à l'heure, il y a dans 20 minutes, il y a une rencontre intitulée « Les insurgés de l'art » avec Bernard Lubat, avec un certain nombre de gens, et il y a des cégétistes d'ailleurs. Voilà, d'accord. Allez, merci et bonne fin de fête. Merci à Daniel Salnave et merci à Antoine Payon. Il est déjà sollicité. Et attendez, excusez-moi quand même, c'est quand même un con. Il y a dans l'autre chapiteau derrière, il y a leur livre. Donc je vous le redis, Jojo le gilet jaune, Gallimard Tract, 3,90 €. Et Antoine Payon, Cœur de boxeur, édition, donc Les liens qui libèrent. Voilà, ils sont dans l'autre chapiteau pour vous dédicacer leur livre. Merci, à bientôt et bonne fête.